Devon Price avait 38 ans. Et pour tous ceux qui le connaissaient, il était exactement ce qu'il paraissait être. Un ingénieur discret avec une rotation de 3 blazers, conduisant une Camry de 4 ans, préparant son propre déjeuner, menant une vie que la famille de sa femme qualifiait en privé de déception depuis 9 années consécutives. Son père ne lui serrait jamais la main avec conviction. Son frère ne prenait jamais la peine de cacher son mépris. Et Adrienne, la femme qu'il avait aimée fidèlement pendant près d'une décennie, entra dans leur jardin un samedi matin, posa une enveloppe sur la table de patio à côté de lui et lui dit qu'elle en avait fini de se contenter de peu. Elle a dit qu'il manquait d'envergure. Elle a dit qu'un vrai homme l'attendait. Elle a ri. Ce qu'Adrienne ne savait pas, ce qu'aucun des Caldwell ne savait, c'est que l'homme discret qu'ils avaient passé 9 ans à mépriser était le propriétaire majoritaire silencieux de leur entreprise familiale de 80 millions de dollars. Et il avait été patient assez longtemps. Avant de nous plonger dans l'histoire, commentez d'où vous regardez aujourd'hui. Et si des histoires comme celle-ci vous parlent, abonnez-vous car l'histoire de demain est encore plus intense. Le réveil ne réveilla pas Devon Price. Il était déjà éveillé. Il resta immobile un instant dans le noir, écoutant le silence de la maison. Le ventilateur de plafond cliquetait à chaque 3e rotation, une chose qu'il avait l'intention de réparer depuis 2 mois. La respiration d'Adrienne était lente et régulière à côté de lui. Il se glissa hors du lit sans la déranger, de la manière dont il avait appris à le faire des années auparavant, à l'époque où il pensait que le soin de ne pas la réveiller était quelque chose qu'elle remarquait. Elle ne l'avait pas remarqué depuis longtemps. La cuisine était froide et baignée de la lumière bleue de l'aube. Il mit d'abord la cafetière en marche, puis se dirigea vers le petit bureau dans le coin de la chambre d'amis, celle qu'Adrienne appelait le débarras, celle que personne ne visitait. Il s'assit, attrapa sous le bureau et ouvrit l'ordinateur portable qui se trouvait dans une housse inifugée entre le mur et le classeur. L'écran demanda un mot de passe. Il le tapa sans regarder. Ce qui s'afficha n'était pas le genre de choses qui appartenait à un débarras. Des tableaux de bord, clairs, précis, codés par couleur d'une manière qui suggérait des années de configuration personnalisée. Confirmation de virement. Un résumé de liquidité pour une société holding enregistrée dans le Delaware avec un nom qui ne disait rien, Arlo Capital Group LLC. Un rapport trimestriel pour une opération de fret et de logistique qui, si l'on remontait sa structure mère assez loin à travers 3 couches d'entités enregistrées, se rattachait finalement à un seul nom, Devon Price. Il examina les tableaux de bord de la manière dont un homme lit la météo, non pas avec excitation, mais avec attention. Il croisa 2 postes, prit une note sur un bloc-notes jaune d'une écriture trop petite pour être lue à distance, puis ferma l'ordinateur portable et le glissa de nouveau dans sa housse. Au moment où le café fut prêt, il était dans la cuisine, vêtu d'une chemise boutonnée repassée et d'un pantalon kaki, se servant de tasses, même si la seconde deviendrait froide avant qu'Adrienne ne descende. Il partit pour le travail à 7h15 dans une Camry de 4 ans qui avait besoin de nouveaux balais d'essuie-glace. Il empruntait le même itinéraire chaque matin, se garait à la même place, et entrait dans les bureaux de Meridian Engineering Consultant avec un déjeuner qu'il avait préparé lui-même et une sacoche d'ordinateur qui contenait exactement ce qu'elle semblait contenir. À l'intérieur, il était connu comme étant fiable, minutieux, discret, le genre d'homme qui restait après 17 heures quand un projet le nécessitait, ne demandait pas de reconnaissance et ne faisait jamais sentir à personne dans la pièce qu'il était un rival. Son superviseur le qualifiait d'atout. Les nouveaux analystes connaissaient à peine son nom. Personne chez Meridian ne connaissait l'ordinateur portable dans le débarras. C'était le but. Le dîner était composé de poulet grillé et de riz, préparé par Devon, car il n'y avait eu aucune discussion sur qui cuisinait et il avait appris à ne pas attendre. Adrienne descendit à 19h, déjà changée après sa journée, les cheveux détachés. Elle sentait différent. Pas mauvais, juste différent. Le parfum qu'elle avait porté pendant les 6 premières années de leur mariage était chaud. Quelque chose à base d'ambre qu'il lui avait acheté pour un anniversaire. Celui-ci était plus vif, plus récent, quelque chose qu'il ne reconnaissait pas. Elle s'assit à table sans regarder la nourriture et prit son téléphone. Le deuxième, celui avec la coque en or rose qu'elle avait depuis peut-être 4 mois. Elle rit de quelque chose à l'écran. Un son bref et clair qui s'interrompit au moment où elle sembla se souvenir qu'elle n'était pas seule. Elle le posa face contre la table. « Ça sent bon », dit-elle sans regarder l'assiette. « Merci », dit Devon. Il s'assit en face d'elle. Ils mangèrent. Adrienne jeta un coup d'œil au téléphone face contre table 2 fois dans les 5 premières minutes. Quand il lui demanda,
simplement et sincèrement, comment s'était passée sa journée. Elle lui donna 4 mots et attrapa son verre d'eau. Quand il mentionna que la clôture dans le jardin avait encore besoin de travaux du côté sud, elle dit « et regarda le vide entre eux. Il n'insista pas. Il n'insistait jamais. Il observait, comme il l'avait toujours fait. Le changement de parfum, le deuxième téléphone, le code d'accès qu'elle avait mis à jour il y a 2 mois sans le mentionner. Il l'avait remarqué un matin quand elle l'avait déverrouillé au petit déjeuner, et la mémoire musculaire de son pouce avait pris un chemin différent. Des petites choses, des choses discrètes, le genre de choses qu'un homme qui s'était entraîné à observer pouvait collecter sans jamais être vu en train de le faire. Il les classait toutes, nettes, ordonnées et intactes, comme des documents dans une pochette. Ce soir-là, après qu'Adrienne fut montée se coucher, il appela Nadia depuis le porche arrière. « Les documents Caldwell », dit-il quand elle décrocha. « Où en sommes-nous avec l'examen ?»« Terminé, » dit Nadia. « Prêt quand vous le serez ?»« Pas encore. » Il regarda le jardin. La clôture sud penchait légèrement dans l'obscurité. Il alla se coucher à 22 heures. La respiration d'Adrienne était de nouveau régulière. Il s'allongea de son côté du matelas, ferma les yeux et ne pensa à rien de particulier, de la manière dont un homme peut le faire quand il a déjà fait la paix avec quelque chose et attend simplement le bon moment pour agir. Le vendredi matin, Adrienne lui dit qu'elle passait le week-end chez ses parents. « Bien sûr, » dit Devonte. Il se tint à la fenêtre du salon et regarda sa voiture, une Mercedes argentée qu'il avait aidé à financer il y a 4 ans, sortir de l'allée et disparaître au coin de la rue. La rue devint silencieuse. La maison devint silencieuse. Il se rendit dans le débarras, s'assit et ouvrit l'ordinateur portable. Le résumé des actionnaires était déjà à l'écran de sa dernière session. Il ne l'avait pas fermé. Caldwell Logistique, résumé de l'actionnariat. Actionnaire majoritaire, Arlo Capital Group LLC, 51%. Propriétaire bénéficiaire officiel, Devonte Price. La clôture n'allait pas se réparer toute seule. Devonte était dehors à 8 heures du matin. La boîte à outils ouverte sur le sol à côté de lui. Une planche de 2x4 fraîchement coupée posée sur les tréteaux qu'il avait traînés du garage. L'air d'octobre était frais et léger, le genre de samedi qui faisait que le travail de jardinage ressemblait à quelque chose de proche de la paix. Il mesura la planche 2 fois, la marqua avec un crayon et commença à scier. Il n'entendit pas la porte arrière s'ouvrir. Il l'entendit se fermer. Il leva les yeux. Adrienne traversait la pelouse vers lui, habillée, entièrement habillée, pas avec les vêtements amples qu'elle portait quand elle restait à la maison. Son sac était sur son épaule. Ses talons sur l'herbe étaient délibérés, comme si elle avait réfléchi à sa démarche avant de la faire. Son visage était composé de la manière qui demande de la pratique. Elle s'arrêta à la table de patio. Elle fouilla dans son sac, sortit une enveloppe Kraft et la posa sur la table à côté de sa tasse de café. Elle ne dit rien au début. Elle le regarda simplement. Il se redressa lentement, posa la scie. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, même s'il le savait déjà. Quelque chose à propos de l'enveloppe, son poids, la manière soignée dont elle l'avait placée, le lui avait dit avant même qu'il ne la touche. Adrienne croisa les mains devant elle. « J'ai demandé le divorce, » dit-elle. C'était un jeudi. Il prit l'enveloppe. Elle continua de parler. Il l'écouta comme il écoutait tout, toujours sans interruption, laissant les mots venir et atterrir là où ils devaient atterrir. Elle dit qu'elle y pensait depuis longtemps. Elle dit qu'elle l'avait épousé quand elle était plus jeune et moins sûre de ce qu'elle méritait, et qu'elle avait passé 9 ans à comprendre lentement le coût total de cette erreur. Elle prononça son nom, 3, avec une assurance qui indiqua à Devonte qu'elle l'avait dit dans sa propre tête de nombreuses fois avant de le dire à voix haute devant lui. Elle dit que 3 savait comment évoluer dans le monde, savait comment subvenir à ses besoins, savait ce qu'une femme comme elle était censée avoir autour d'elle. Elle dit que Devonte avait toujours été. Elle marqua une pause ici, et dans cette pause, il put la voir choisir le mot le plus tranchant disponible, limité. Qu'elle s'était dit que le silence était de la profondeur, qu'elle s'était convaincue que la simplicité n'était que de la modestie, et que quelque chose de plus grand se cachait en dessous, attendant de surgir. Qu'elle avait attendu 9 ans un homme qui n'était jamais devenu plus que ce qu'elle avait vu au premier abord. « Je pensais que tu pourrais grandir, » dit-elle. « Tu ne l'as pas fait. » Elle n'éleva pas la voix. Elle ne pleura pas. Elle le livra comme on livre un verdict, proprement, sans excuse,
comme si la décision avait déjà été déposée quelque part d'officiel bien avant cette conversation. Devont ouvrit l'enveloppe. Il lut chaque page. Elle resta où elle était, le regardant. Il pouvait sentir son regard. Il tournait chaque page au même rythme qu'il tournerait un rapport trimestriel. Son visage ne changea pas. Ses mains ne tremblèrent pas. Il lut les déclarations d'actifs, les conditions du règlement, les blocs de signature au bas de la dernière page où son nom était déjà signé à l'encre bleue. Quand il eut terminé, il remit les pages en ordre et leva les yeux vers elle. « Est-ce définitif » demanda-t-il. « Oui. »« As-tu prévenu ton père ?» Quelque chose traversa son visage. Pas de la culpabilité, mais plutôt de la satisfaction face à une question qui lui donnait une réponse facile. « Il est au courant depuis 2 semaines, dit-elle. Il est content, Devont. Ils le sont tous. Toute ma famille. » Elle ramassa son sac sur la table. « C'est fait. » Il hocha la tête une fois. Il posa les papiers sur la table. Puis il se retourna vers la clôture. Il entendit ses talons sur le patio derrière lui. 3 pas, puis la porte arrière, puis plus rien. Il ramassa la scie. Il termina la coupe qu'il avait commencée. Il mesura la section suivante, la marqua, et continua de travailler. Il travailla encore 2 heures. Il appela Nadia à 18 heures depuis le porche arrière, du même endroit d'où il l'appelait toujours. Le jardin était sombre maintenant. La nouvelle section de la clôture était en place. Elle a déposé la demande, dit-il. Il y eut une brève pause. Devont, ça va, dit-il sans lourdeur. Il le pensait. Il est temps de passer à l'action concernant la situation des Caldwell. J'ai assez attendu. Nadia resta silencieuse un instant. Pas le silence de quelqu'un qui n'a rien à dire. Le silence de quelqu'un qui comprenait tout le poids de ce qui était maintenant en mouvement. Tu es sûr, dit-elle. Rassemble les documents du conseil d'administration, dit Devont. Planifie l'appel. Et trouve-moi tout sur 3 Ashford. Il raccrocha. Il rentra, se lava les mains à l'évier de la cuisine et regarda la table du patio à travers la fenêtre arrière pendant un moment. L'enveloppe Kraft était toujours là. Il la laisserait. Les avocats pourraient régler ce qui appartenait à qui. Il alla se coucher à 21h30. Le hall du cabinet d'avocat de Nadia Okafor se trouvait au 14e étage d'un immeuble de verre dans le Midtown d'Atlanta. C'était le genre de bureau qui incitait les gens à se tenir plus droit simplement par son existence. Bois sombre, lignes épurées, une réceptionniste qui vous accueillait comme si elle savait déjà pourquoi vous étiez là et avait déjà décidé si vous aviez votre place. Devont entra à 8h47, tenant un unique dossier Kraft. Il portait le blazer gris, celui du milieu de sa rotation, un pantalon simple, des chaussures propres, rien de remarquable. Il ressemblait à un homme qui avait un rendez-vous à 9h et avait l'intention de s'y tenir. Personne ne le regarda 2 fois. C'était bien ainsi. Cela avait toujours été bien ainsi. Le bureau de Nadia avait des fenêtres allant du sol au plafond qui donnaient sur la ville. Elle était déjà à son bureau quand il entra, 2 tasses de café sur la table entre eux, un bloc-notes ouvert à côté d'une pile de dossiers qui n'était pas là vendredi. Elle avait travaillé. Elle se leva, lui serra la main, pas une accolade, pas avec ce regard qui disait « Je suis désolé pour ton mariage ». Juste une poignée de main, franche et directe, comme toujours entre eux. Elle s'assit. Il s'assit. Il posa son dossier sur la table. « Commence par ce que tu as trouvé, dit-il. » Nadia prit le premier dossier de sa pile et l'ouvrit. Elle le tourna pour qu'il puisse voir la première page. Un résumé des actionnaires qu'il connaissait déjà par cœur, mais elle le parcourut quand même parce que c'était ainsi qu'il travaillait. Rien de supposé, tout sur la table. Il y a 12 ans, dit-elle, tu as acheté une entreprise de courtage de fret en redressement judiciaire. Soutiste Cargo Partners, 41 employés, 3 terminaux et une dette qui faisait fuir tout le monde. Elle tapota la page. Tu l'as acheté via Meridian Freight Solutions LLC, qui est enregistré dans le Delaware sans aucun registre de propriété publique menant à ton nom. Devont hocha la tête. Il se souvenait de la clôture de la transaction. Il avait 26 ans, assis dans une salle de conférence semblable à celle-ci, signant des papiers pour une entreprise que la plupart des gens croyaient déjà morte. Au cours des 8 années suivantes, continua Nadia, Meridian a acquis 2 autres entreprises de courtage régionales.
consolidé les opérations et construit une infrastructure qui l'a rendue vraiment précieuse pour une plus grande entreprise cherchant une colonne vertébrale logistique dans le sud-est. Elle tourna à la page suivante. Caldwell Logistics était cette plus grande entreprise. Ou plutôt, Caldwell Logistics avait besoin d'être sauvé par une plus grande entreprise. Il y a 7 ans, lorsque Prescott a surendetté l'entreprise lors d'une expansion ratée dans le Tennessee. L'entreprise était à 6 mois de faire défaut sur sa ligne de crédit principale. Elle plaça un deuxième document à côté du premier. C'était un accord d'injection de capital. La partie réceptrice était Caldwell Logistics. La partie contributrice était une société holding mère listée uniquement comme DPH Group. DPH Group est intervenu, dit Nadia. A remboursé la dette, fourni du capital d'exploitation, et a pris une participation majoritaire de 51% en échange. Elle le regarda. Prescott Caldwell dirige sa propre entreprise en tant qu'actionnaire minoritaire depuis 6 ans. Il possède 34%. Il n'a aucune idée de qui possède le reste. Elle laissa cela en suspens un moment. Il n'a aucune idée, dit-elle de nouveau, plus bas, que l'homme que sa fille vient de traiter de limité est le propriétaire majoritaire de l'œuvre de sa vie depuis avant le 31e anniversaire d'Adrienne. Devont prit l'accord d'injection de capital et le regarda. Il l'avait regardé de nombreuses fois auparavant. Il ne semblait pas différent aujourd'hui, mais le fait de le tenir cette semaine la lui donnait un poids différent. J'ai maintenu l'entreprise en vie, dit Devont, non pas pour se vanter, mais pour énoncer un fait comme un ingénieur énonce un fait. Je l'ai maintenu en vie. Il a juste continué à la diriger. Et tu l'as laissé faire, dit Nadia, parce que c'était le but. Ça avait été le but. Il n'avait jamais eu besoin que Prescott le sache. Il n'avait jamais eu besoin qu'Adrienne le sache. Il avait construit toute la structure délibérément à distance de sa vie personnelle parce qu'il avait appris très tôt, en regardant sa mère cumuler 2 emplois pour les nourrir, que l'argent change ce que les gens voient quand ils vous regardent. Il avait voulu comprendre ce qu'Adrienne voyait quand il n'y avait rien à voir d'autre que lui. Maintenant, il comprenait. Nadia ferma le premier dossier et ouvrit le second. Voici la partie nouvelle, dit-elle. Sa voix changea légèrement, pas plus douce, mais plus précise. J'ai examiné la demande de divorce que ta femme a déposée. Et Devont, elle fit glisser le dossier sur la table. Ses avocats n'ont pas rédigé ça. Il regarda la première page, puis la seconde. La demande était agressive d'une manière très spécifique. Elle incluait des réclamations d'actifs contre 2 de ses LLC, pas DPH Group, mais 2 entités plus petites qui étaient techniquement traçables à son nom. Si l'on savait exactement quoi chercher et où chercher. Quelqu'un avait cherché. 3 Ashford a un projet de développement immobilier de 14 millions de dollars à Buckhead, dit Nadia. Projet à usage mixte. Il le présente depuis 2 ans. L'affaire ne se conclut que s'il a un locataire principal avec la taille et la solidité financière pour rendre la propriété finançable. Elle posa une chaîne de mai imprimée sur le dossier, provenant d'un dépôt commercial public. Elle nota que rien n'était illégal. Le locataire principal qu'il promet à ses investisseurs est Caldwell Logistics. Devont lut la chaîne de mai lentement une fois. 3 n'a pas seulement besoin d'Adrienne, dit Nadia. Il a besoin du nom Caldwell. Il a besoin de l'entreprise liquide et pleinement opérationnelle. Et il a besoin que tu sois hors du tableau avant que quiconque ne commence à poser des questions sur qui contrôle réellement la part majoritaire. Elle tapota la demande de divorce. Je crois que ses avocats ont rédigé cela pour trouver et geler tes actifs avant la clôture du projet de développement. Te neutraliser financièrement. S'assurer que tu ne puisses pas interférer. La pièce était silencieuse. Dehors, 14 étages plus bas, Atlanta continuait sa matinée de lundi sans rien savoir. Devont posa la chaîne de mai. Il arrangea les papiers devant lui. Puis il croisa les mains sur la table et regarda Nadia. Dépose une contre-requête standard, dit-il. Sans agression, sans alarme. Conteste les réclamations d'actifs pour des raisons de procédure et demande les divulgations standards. Nadia prit son stylo. Adopte un ton coopératif, dit Devont, fatigué même, comme un homme qui veut juste que tout soit fini. Il la regarda fixement. Faites-leur se sentir à l'aise. Je veux qu'ils soient confiants avant que tout ne change. Nadia le nota. Elle ne sourit pas. Mais son stylo bougeait avec une certaine détermination. Le dernier carton n'était pas lourd. C'est ce qu'Adrienne remarqua en le portant à sa voiture.
9 ans dans cette maison, et le reste de ce qu'elle emportait tenait dans un seul carton, quelques livres, un cadre photo, une bougie qu'elle aimait. Elle le posa dans le coffre de sa Mercedes, ferma le haillon et resta un moment dans l'allée. La maison avait le même aspect que toujours, propre, calme, bien entretenue. Elle monta dans la voiture et roula vers le nord en direction de Buckhead sans regarder dans le rétroviseur. La maison des Caldwell était illuminée à son arrivée. Chaque fenêtre était chaleureuse, la voiture de sa mère dans l'allée à côté du Range Rover de Weston et de l'Audi argenté de Troy, qui était garé le plus près de la porte, comme si elle y appartenait déjà. Adrienne entra et fut accueillie par l'odeur de bonne cuisine et le son du rire de son frère venant de la salle à manger. Prescott Caldwell se tenait au bout de la table, un verre de Bourgogne à la main, déjà en pleine phrase. C'était un homme grand avec des tempes argentées et la posture particulière de quelqu'un qui n'avait jamais douté d'être la personne la plus importante dans n'importe quelle pièce où il entrait. Il leva les yeux quand Adrienne entra, et son visage fit ce qu'il faisait toujours quand il la voyait, il s'illumina légèrement, d'une manière qui n'arrivait pas pour la plupart des gens. « La voilà, dit-il. » Il traversa la pièce et lui baisa le front. Elle se laissa tenir un moment. Troy se tenait près de la cheminée, veste enlevée, manches de chemise retroussées, tenant un verre de bourbon et ressemblant à un homme qui avait déjà calculé exactement à quel point il devait paraître à l'aise. Il sourit en la voyant. C'était un beau sourire, ça l'avait toujours été. « Salut, toi, dit-il. »« Salut, répondit-elle, et le laissa la serrer dans ses bras. Le dîner était servi au moment où ils s'assirent tous. Eleanor Caldwell avait préparé le genre de repas qui n'arrivait que lorsque quelque chose était célébré. La belle porcelaine, les belles bougies, l'argenterie que sa mère gardait autrement enveloppée dans du tissu dans le buffet. Prescott attendit que la nourriture soit servie, puis leva son verre. « À ma fille, dit-il, et à la fin d'un chapitre qui aurait dû être plus court. » Il regarda Adrienne avec des yeux stables et satisfaits. « Et à ce qui vient ensuite. » Les verres se levèrent autour de la table. Weston but le premier et posa son verre avec un son qui était presque une ponctuation. Il avait 40 ans et était bâti comme un homme qui avait joué au football à l'université et n'avait jamais vraiment cessé de se produire pour une foule qui n'était plus là. « Honnêtement, dit-il, j'ai l'impression qu'on a retenu notre souffle pendant 9 ans. » Il coupa dans sa nourriture sans lever les yeux. Devont n'a jamais été le bon. Assez gentil, peut-être, mais il y a une différence entre gentil et capable, et cet homme a toujours été un bouche-trou. Il haussa les épaules. Certaines personnes ont leur place à la table. D'autres ne font que s'y asseoir. Personne n'était en désaccord. Troy inclina la tête comme il le faisait quand il voulait paraître pensif plutôt que satisfait. « Je ne me mêlerai pas de ça, dit-il. Ce n'est pas mon histoire à raconter. » Il sourit à Adrienne. « La seule chose que je dirais, c'est que ce chapitre est terminé maintenant, et j'aime ce qui nous attend. » Prescott fit un signe de tête à Troy, le signe spécifique d'un homme qui a décidé quelque chose sans l'annoncer. Il observait Troy depuis des semaines avec l'attention minutieuse de quelqu'un qui évalue un candidat potentiel ou un héritier potentiel. La présentation du projet de Buckhead n'avait rien gâché. 42 unités résidentielles, des commerces au rez-de-chaussée, une composante de hub logistique qui pourrait absorber un locataire principal à long terme avec une véritable envergure opérationnelle. Il avait écouté la présentation complète 2 fois. Weston avait été presque vibrant sur sa chaise les 2 fois. « Le projet de Buckhead, dit Prescott, se calant dans sa chaise. Tu avais des chiffres mis à jour. » Troy hocha la tête, calme et sans hâte. « J'apporterai le dossier révisé la semaine prochaine. Mais les fondamentaux n'ont pas changé. Le projet fonctionne si le locataire principal a l'empreinte nécessaire pour rendre la composante logistique finançable. » Il regarda Prescott directement. Caldwell a la bonne taille, la bonne géographie, la bonne réputation. Il laissa passer un instant. Ce serait bon pour les 2 parties. Ce serait très bon pour les 2 parties, dit Weston. Ce qu'aucun d'eux ne dit, car aucun d'eux ne le savait, c'est qu'un co-investissement de cette envergure nécessitait l'approbation de l'actionnaire majoritaire, et l'approbation de l'actionnaire majoritaire pour Caldwell Logistics passait par une société holding appelée DPH Group. Enregistrée dans le Delaware, avec un dirigeant principal dont le nom n'apparaissait nulle part sur le radar de la famille Caldwell. Les bougies se consumèrent. La belle vaisselle fut débarrassée. À 40 minutes au sud, dans la maison qui conservait encore la forme de tout ce qui s'y trouvait autrefois, le téléphone de Devont s'alluma sur le comptoir de la cuisine. Un message de Nadia.
Trouvez les registres commerciaux du partenaire de développement de Troyes dans ce dossier civil dont je t'ai parlé. Tu dois voir la chronologie. La stratégie de Caldwell Logistics comme locataire principal est explicitement discutée. Daté de 3 mois avant que Troyes ne rencontre Adrienne. Il n'est pas tombé par hasard sur une opportunité d'affaires. Il a bâti une relation pour y parvenir. Devonte le lut une fois, puis une autre. Il posa le téléphone face contre le comptoir. Il resta là dans la cuisine silencieuse un long moment, les mains à plat sur le granit froid, ne regardant rien. Puis il reprit le téléphone. Confirme la date de la réunion trimestrielle du conseil, tapate-t-il. Et envoie-moi la clause de seuil de co-investissement de l'accord d'actionnaire. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à rédiger un document qu'il n'envoya pas encore. Le rapport arriva un mardi, non pas numériquement, mais physiquement, dans une enveloppe Kraft simple livrée en main propre par un coursier que Devonte avait utilisé 3 fois auparavant pour ses affaires. Pas d'adresse de retour, pas de logo, juste son nom imprimé sur le devant en lettres capitales nettes. Il le posa sur la table de la cuisine et se versa une tasse de café avant de l'ouvrir. La table semblait plus grande qu'avant. Toute la cuisine semblait plus grande. Les affaires d'Adrienne avaient disparu. Le bol décoratif qu'elle gardait près de la fenêtre. La rangée de livres de cuisine qu'elle n'ouvrait jamais. Le petit tableau encadré au-dessus de la cafetière qui disait quelque chose sur les matins dans une police qu'elle aimait. Les murs conservaient encore les faibles contours de l'endroit où ces choses avaient été. Des zones plus claires, des formes fantômes. Il s'assit et ouvrit l'enveloppe. Le rapport de l'enquêteur faisait 41 pages, avec des onglets, organisés par date et par catégorie, comme Devonte l'avait demandé. Chronologique, sourcé, annoté. Il lut chaque page. Troy Ashford, 41 ans, promoteur immobilier opérant principalement dans la région métropolitaine d'Atlanta et de Charlotte. 2 relations sérieuses antérieures, toutes 2 avec des femmes dont les familles avaient d'importantes participations commerciales. La première, une femme nommée Carla Banton, fille d'une famille de construction commerciale à Charlotte. Troy est sorti avec elle pendant 11 mois. L'entreprise de sa famille était positionnée comme co-investisseur dans un projet de développement à usage mixte que Troy présentait. L'affaire a échoué lors de la vérification préalable. La relation s'est terminée 4 semaines plus tard. Pas de fiançailles, pas de chevauchement avec une autre femme, d'après ce que l'enquêteur a pu confirmer. Juste une sortie propre. La seconde, une femme nommée Simone Duval, dont la famille exploitait un groupe de restaurants régional avec 32 établissements en Géorgie et au Tennessee. Troy est sorti avec elle pendant 8 mois. Il a présenté un projet de développement qui nécessitait le groupe de restaurants comme locataire principal. Le financement a échoué du côté de Troy. Il a abandonné à la fois le projet et Simone dans les 6 semaines suivant l'effondrement. 2 fois, même architecture, nom différent. La 3e fois, c'était Adrienne. Les registres de communication provenaient d'un dossier civil, un procès pour rupture de contrat entre Troy et un ancien partenaire de développement nommé Marcus Webb. Le procès lui-même datait de 2 ans. Il avait été réglé à l'amiable, mais les pièces jointes à la plainte initiale n'avaient jamais été scellées. Devonte se tourna vers la section à onglets et lut. Les emails étaient professionnels, cliniques. Troy et Marcus Webb discutaient des projets en cours, des stratégies de capital, du défi particulier de sécuriser des locataires principaux pour de grands développements à usage mixte sans un bilan assez solide pour porter l'ensemble du projet de manière indépendante. Puis un message de Troy à Marcus, daté de 14 mois avant que les papiers du divorce n'atterrissent sur la table de patio de Devonte. Caldwell Logistics a la bonne taille pour le projet de Buckhead. Empreinte régionale, revenus solides, propriété familiale, donc la prise de décision est concentrée. Il faut trouver le point d'accès. J'enquête sur la structure familiale maintenant. Un suivi 2 semaines plus tard. La fille est la bonne approche. Elle fréquente les bons cercles. Événement au Piedmont Club le mois prochain. J'y serai. 3 mois plus tard, Adrienne rentra à la maison avec une odeur de parfum différent. Devonte posa le rapport. Il prit sa tasse de café et la tint sans boire. Dehors, par la fenêtre de la cuisine, le chien d'un voisin aboyait après quelque chose dans la rue. 2 aboiements secs, puis plus rien. Une voiture passa, puis le silence de nouveau. Il pensa aux premières années. Il pensa à l'appartement qu'ils avaient partagé avant cette maison, plus petit et plus bruyant,
avec un radiateur qui cognait en hiver et une vue sur un parking qu'Adrienne avait insisté pour décorer. Des rideaux si délibérément choisis que le parking avait fini par ne plus avoir d'importance. Il pensa à un dimanche matin dans cet appartement. Des œufs sur le feu, elle riant de quelque chose à la radio, pieds nus sur le carrelage. Il pensa à la version d'elle qui avait existé ces années-là. Celle qu'il avait choisie lui, au détriment de tout ce que sa famille attendait. Il avait aimé cette version sincèrement et complètement, sans calcul, sans réserve. Il ne savait pas exactement quand elle avait décidé qu'il n'était pas assez. Il ne savait pas si la décision avait été lente ou soudaine. Il soupçonnait qu'elle avait été lente, une érosion progressive usée par la désapprobation de sa famille, par des années de condescendance polie de Prescott et de mépris ouvert de Weston, par un monde qui continuait à mesurer les hommes d'une manière que Devont refusait d'adopter. Il connaissait ce deuil. Il le portait depuis plus longtemps qu'il ne se l'était avoué. Il s'assit avec maintenant. Il ne le repoussa pas, ne le contesta pas, ne le convertit pas en quelque chose de plus utile. Il le laissa simplement être ce qu'il était. 9 ans d'efforts réels, de soins réels, d'amour réel de son côté du mariage, devenant lentement une chose dont Adrienne avait eu besoin pour survivre plutôt que voulu garder. C'était lourd. Il laissa ce sentiment être lourd. Il resta assis là pendant un long moment. Puis il se leva. Il lava sa tasse de café. Il remit le rapport dans l'enveloppe. Il le porta à son bureau, le plaça dans le tiroir verrouillé avec les autres documents et revint à la cuisine. Il prit son téléphone et passa 3 appels. Personne ne les entendit. Quand il eut terminé, il s'assit à la table de la cuisine avec son ordinateur portable et ouvrit un nouvel email à Nadia. Une seule ligne, nous passons à la phase suivante. Fixe la réunion avec les Caldwell pour jeudi. Il appuya sur envoyer. Il ferma l'ordinateur portable. Il éteignit la lumière de la cuisine. Nadia déposa la contre-requête à 8h47. Devont était à son bureau au cabinet de conseil quand elle lui envoya la confirmation. Il lut le message de 2 lignes, posa son téléphone face contre table et retourna au schéma du projet sur son écran. Rien sur son visage ne changea. L'homme dans le bureau voisin se plaignait du trafic. L'imprimante de quelqu'un était bloquée. Le bureau sentait le café brûlé et le nettoyant à moquette. Un mardi ordinaire. La contre-requête n'était pas ordinaire. 43 pages. Chaque réclamation d'actifs listée par les avocats d'Adrienne était contestée. Chaque évaluation était remise en question. Chaque LLC référencé dans la demande initiale était contesté. La réponse était une demande de la piste de documentation qui avait conduit quiconque à les faire apparaître en premier lieu. Et jointe à tout cela, une demande formelle de divulgation financière complète des 2 parties, y compris toutes les communications entre Adrienne Price et 3 Ashford concernant tout intérêt commercial partagé, discussion d'investissement ou arrangement financier, passé ou présent. Nadia l'avait rédigé comme elle rédigeait tout ce qui comptait. Claire, précise, sans mots superflus, juste du poids. Les avocats de 3 appelèrent son bureau à 14h15 ce même après-midi. L'homme au téléphone se présenta comme un associé senior d'un cabinet dont Devont n'avait jamais entendu parler et n'aurait jamais besoin de se souvenir. Il utilisa des expressions comme « efficacité mutuelle » et « résolution simplifiée ». Il suggéra que les 2 parties pourraient bénéficier d'une simplification des procédures, que certaines demandes de documents pourraient peut-être être réduites dans leur portée, que la phase de découverte n'avait pas besoin de devenir contradictoire. Nadia écouta, puis elle dit « Nous sommes à l'aise avec la portée actuelle. Veuillez adresser toute question supplémentaire à mon bureau par écrit. » Elle raccrocha avant qu'il ne termine sa phrase suivante. Weston Caldwell appela le jeudi matin. Devont était dans sa voiture, garé devant le cabinet de conseil, en train de manger le sandwich qu'il avait préparé. Il regarda le nom sur l'écran pendant une sonnerie complète. Puis il répondit. Devont. La voix de Weston portait la confiance particulière d'un homme à qui personne qui comptait ne lui avait jamais dit qu'il avait tort. Nous devons parler. Je t'écoute. Écoute, je vais être direct avec toi parce que je pense que c'est la chose respectueuse à faire. Une pause qui n'en était pas vraiment une, juste Weston organisant sa condescendance en quelque chose qui sonnait comme de la générosité. Ce divorce va avoir lieu. Tu sais qu'Adrienne en a fini. La famille en a fini. Et faire traîner les choses ne changera pas le résultat. Tout ce que tu fais en ce moment, c'est faire grimper les frais de justice et te faire passer pour un homme amer.
Devont prit une bouchée de son sandwich. Il mâcha. Il avala. La famille est prête à te proposer un règlement, continua Weston. Rachat structuré des comptes joints, division équitable de la propriété. C'est plus qu'équitable. Honnêtement, plus que ce que la plupart des hommes dans ta position verraient. Une autre pause. Nous te donnons une sortie propre, Devont. Accepte-la. Signe les papiers. Prends l'argent. Et continue ta vie. Personne n'a besoin que ça devienne moche. Weston dit, ta position, de la manière dont on pose une assiette devant un chien. Devont regarda à travers le pare-brise le parking. Une femme chargeait des courses dans un SUV 2 rangées plus loin. Un enfant à vélo traversait le bout du parking, debout sur ses pédales comme s'il roulait vers quelque chose d'important. Jeudi, dit Devont. Le cabinet d'avocat de votre famille. Quelle heure vous convient? Un temps d'arrêt. Weston ne s'attendait clairement pas à un accord. Du moins pas si vite. 14 heures, dit-il, et la satisfaction dans sa voix fut immédiate. Je les préviendrai. J'y serai. Bien. Le ton de Weston devint presque magnanime. C'est la bonne décision, Devont. Sérieusement. Devont ne répondit rien à cela. Il mit fin à l'appel. Il termina son sandwich. Il retourna dans le parking, prit l'ascenseur et passa le reste de l'après-midi à examiner les spécifications de charge pour un client qui fabriquait des étagères industrielles. Ce soir-là, il s'assit en face de Nadia dans son bureau. La ville était sombre derrière la fenêtre derrière elle. Son bureau était vide à l'exception de 2 dossiers et d'un bloc-notes jaune couvert de son écriture, de petites lettres précises qui se déplaçaient en ligne parfaitement droite sans page lignée en dessous. Les membres du conseil, demanda Devont. Les deux ont confirmé, Nadia ne leva pas les yeux de son bloc-notes. Henderson et Park. Ils ont examiné l'avis et l'ordre du jour. Ils voteront. Vendredi matin est toujours libre. Classé et verrouillé. Elle tourna une page. Le contact bancaire de 3 chez Meridian, celui qui détient le financement du développement en attente de la confirmation du locataire principal. Il recevra une copie de courtoisie de la résolution du conseil au moment où elle sera adoptée. Devont hocha la tête. Et les dossiers pour jeudi? Nadia souleva l'un des 2 dossiers et le posa devant lui. Il l'ouvrit. 6 sections à onglets, propres, organisées, tout était sourcé, tout était annoté, tout était irréfutable. Il se tourna vers le dernier onglet, lut la dernière page lentement, de la manière dont il lisait les choses qu'il avait déjà lues 100 fois, non pas parce qu'il avait oublié, mais parce que les mots méritaient cette attention. Puis Nadia posa le second dossier sur le bureau. Elle l'ouvrit au premier document et le fit glisser vers lui. L'avis de session extraordinaire du Conseil. Formel, signé. Sa signature en bas, à côté de la date. Vendredi, 9 heures. Devont le prit. Il le lut une fois du début à la fin, puis pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait le nommer, quelque chose bougea au coin de sa bouche. Discret, petit, la pluie partit, mais c'était là. Le Bourbon était une réserve de 2009. Prescott Caldwell posa la bouteille sur la table de la salle à manger comme s'il plaçait un trophée, tournant l'étiquette vers l'avant pour que tout le monde puisse la voir. Occasion spéciale, dit-il. Personne ne contesta. La maison des Caldwell à Bucket se trouvait au bout d'une longue allée bordée de magnolias. À l'intérieur, chaque pièce était d'une propreté qui nécessitait une femme de ménage. La salle à manger avait des moulures couronnées et un lustre qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens. La table pouvait accueillir 12 personnes. Ce soir, ils étaient 6. Prescott, Eleanor, Weston, Adrienne, 3, et la lumière ambrée et chaleureuse d'une famille qui croyait avoir juste corrigé une longue erreur. Weston servit sans qu'on le lui demande. Il remplit d'abord le verre de 3. Demain, c'est une formalité, dit Weston en se rasseyant dans sa chaise. Signer les papiers. Faire le chèque. Fini. Devont prend son règlement et retourne à ce qu'il fait, il agita la main vaguement. Ingénierie, feuille de calcul, peu importe. 3 souris. C'était un sourire facile, confortable, le genre de sourire d'un homme qui avait déjà déplacé les meubles dans une pièce et attendait juste que tout le monde le remarque. 30 jours après que l'encre soit sèche, dit 3 en regardant Adrienne, le financement du développement est bouclé.
J'ai déjà eu des conversations préliminaires avec l'équipe. Ils sont prêts à commencer. Il tendit la main et couvrit la sienne. Tout ce dont on a parlé. C'est juste là. Adrienne le regarda. Son visage était ouvert d'une manière qu'il n'avait pas été depuis des années. 30 jours, dit-elle. 30 jours. Prescott leva son verre depuis le bout de la table. Il avait la posture d'un homme livrant un verdict qu'il gardait pour lui depuis 9 ans. À faire les choses bien, dit-il. Le cristal toucha le cristal autour de la table. Le son résonna, clair et net dans la grande pièce. Le dîner était de l'agneau rôti et une conversation qui revenait sans cesse sur le projet de développement. Weston avait un rendu sur son téléphone, un immeuble à usage mixte à Buckhead, en verre et en acier, avec le nom Caldwell attaché comme partenaire logistique principal. Il passa le téléphone à Prescott, qui l'étudia avec l'approbation concentrée d'un homme qui avait passé toute sa vie à apprendre à reconnaître à quoi devait ressembler le succès. L'arrangement du locataire principal nous donne une visibilité sur un marché où nous n'avions pas de présence, dit Prescott. Il posa le téléphone mais continua de le regarder. Ce n'est pas seulement un coût immobilier. C'est une déclaration. C'est un mouvement pour l'héritage. 3 acquiesça. Il savait exactement quel mot utiliser. Il avait toujours su quel mot utiliser. Weston se pencha en arrière dans sa chaise et fit tourner son bourbon. On aurait dû faire des affaires comme ça il y a 5 ans. Je n'arrête pas de le dire. On devient trop à l'aise à transporter du fret et on oublie qu'on peut construire quelque chose. Prescott hocha lentement la tête. La façon dont il regardait Troy à travers la table, c'était le regard d'un homme qui décidait à nouveau qu'il avait fait le bon choix. Eleanor était restée silencieuse pendant la majeure partie du dîner. Elle riait au bon moment. Elle remplissait les verres d'eau. Elle s'assurait que la corbeille à pain passait. Mais elle mangeait lentement, et il y avait quelque chose de prudent derrière ses yeux que le reste de la table était trop bruyant pour remarquer. Quand Adrienne se leva pour apporter les assiettes à dessert de la cuisine, Eleanor la suivit. La cuisine était toute en marbre blanc et en éclairage suspendu chaleureux. Les bruits de la salle à manger parvenaient, faibles et faciles. Le rire de Weston, le tintement du verre de Prescott. Eleanor prit la pile d'assiettes, puis la reposa. Adrienne. Adrienne se tourna depuis le comptoir. Je voulais juste, Eleanor s'arrêta, recommença, plus bas. J'ai toujours pensé que Devont était un homme bon. Je veux que tu le saches. Je pense qu'on a été trop prompt à le rejeter. Ton père, Weston, elle marqua une pause. Nous tous, en fait. Je ne pense pas que nous ayons été justes avec lui. Adrienne regarda sa mère un moment, puis elle sourit. Le sourire chaleureux et facile d'une femme qui avait déjà pris sa décision et ne cherchait pas à y revenir. Maman. Elle prit 2 des assiettes. Ce n'était tout simplement pas la bonne chose, c'est tout. Personne n'a rien fait de mal. Eleanor regarda sa fille. Elle n'insista pas. Elle avait passé beaucoup de temps à apprendre quelle chose elle pouvait dire et quelle chose ne serait dite qu'au mur de la cuisine. Bien sûr, dit-elle. Elle prit les assiettes restantes et suivit Adrienne jusqu'à la table. De l'autre côté de la ville, la maison était silencieuse. Devont était assis à sa table de cuisine. Devant lui, un seul dossier, le résumé des actionnaires de Caldwell Logistics. Il l'ouvrit. Il le lut comme il le lisait toujours. Lentement, chaque ligne. Pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que le document le méritait, parce qu'il avait mérité chaque mot sur chaque page. Il ferma le dossier. Il lava sa tasse de café, la sécha et la remit dans le placard. Il vérifia la serrure de la porte, éteignit la lumière de la cuisine, descendit le couloir. À 21h30, Devont Price se mit au lit. Il ferma les yeux. Il dormit. La salle de conférence du cabinet d'avocats de la famille Caldwell se trouvait au 14e étage d'un immeuble de Midtown. Fenêtre du sol au plafond, une longue table avec des chaises en cuir, un buffet le long du mur avec un service à café en argent que personne n'avait touché. C'était le genre de pièce conçue pour qu'un côté se sente puissant. Cela avait fonctionné auparavant. Cela ne fonctionnerait pas aujourd'hui. Prescott était assis au centre de la table, sa veste repassée, sa posture droite. Il avait l'air d'un homme s'occupant de quelque chose de désagréable mais nécessaire, comme on emmène une voiture pour une réparation qu'on a déjà jugée trop chère. Weston était assis à sa gauche,
un bras drapé sur le dossier de sa chaise, déjà impatient. Il avait regardé sa montre 2 fois avant le début de la réunion. Adrienne était assise à côté de son avocat, à l'extrémité proche de la table. Elle portait un blazer crème. Ses mains étaient jointes. Elle paraissait composée, comme quelqu'un qui s'était entraîné à l'être. Devont était assis en face d'eux, avec Nadia à ses côtés. Il portait le blazer gris, celui de sa rotation. Il avait les mains à plat sur la table, et son visage ne disait rien à la pièce. L'avocat de la famille Caldwell, un homme soigné nommé Brigg avec des cheveux argentés et la confiance mesurée de quelqu'un payé pour la projeter, ouvrit les débats en faisant glisser un dossier sur la table vers Nadia. « Nos conditions sont simples, dit Brigg. Rachat structuré des biens matrimoniaux basés sur les valeurs d'expertise actuelles, division standard 50/50e des comptes joints, et une renonciation complète à toute réclamation future de la part de M. Price contre tout membre de la famille Caldwell ou des intérêts commerciaux associés. » Il croisa les mains. « Nous croyons que cela représente une résolution juste et complète. » Weston se pencha légèrement en avant. « Plus que juste, dit-il de la manière dont il disait la plupart des choses, comme s'il rendait un service à quelqu'un en le disant. Il y a un vrai chiffre sur cette feuille, Devont. Pas un montant symbolique. Nous sommes plus que raisonnables ici. Devont ne regarda pas la feuille. Il regarda Weston pendant exactement 1 seconde. Puis il regarda par la fenêtre. Nadia prit le dossier. Elle le lut à son propre rythme. Personne ne la pressa. Personne n'essaya. Quand elle eut terminé, elle le posa, l'aligna soigneusement avec le bord de la table et leva les yeux vers Brigg. « Nous déclinons ces conditions, dit-elle. » Sa voix était égale, imperturbable, comme si elle commentait la météo dans une ville où elle ne vivait pas. Avant que tout cadre de règlement puisse être finalisé, mon client a plusieurs divulgations que les parties doivent examiner. Brigg cligna des yeux. Des divulgations ? C'est exact. La mâchoire de Weston se serra. Il regarda Devont. Quel genre de divulgation pourrais-tu bien avoir ? Nadia ouvrit sa mallette. Elle ne regarda pas Weston. Elle sortit une pile de dossiers, chacun relié par un clip, chacun identique, et elle en plaça un devant Prescott, un devant Weston, un devant Adrienne et un devant Brigg. Elle en garda un pour elle et en posa un devant Devont, qui ne l'ouvrit pas. « Prenez votre temps, dit-elle. » La première page était le registre des actionnaires de Caldwell Logistics. Propre, officiel, le genre de document qui avait été déposé, tamponné et stocké dans un bureau des archives du comté. Prescott le regarda, et son expression ne changea pas encore, parce que ce qu'il voyait lui était familier, son nom, son pourcentage, l'entreprise qu'il avait bâtie. Les pages suivantes étaient différentes. Elles montraient une série d'entités LLC, 6 d'entre elles, chacune liée à la suivante par des lignes annotées et des notes de bas de page. La documentation de Nadia était précise et patiente. Chaque connexion était expliquée en langage clair. Chaque chaîne de propriété était retracée étape par étape jusqu'à une seule société holding mère. Prescott tourna à la dernière page. En haut, en caractères noirs et nets, se trouvait le nom de la société mère. En dessous, une seule ligne, dirigeant principal enregistré, Devont à Price. La pièce devint immobile, pas silencieuse. Immobile. La différence était importante. Le silence est ce qui se produit quand les gens arrêtent de parler. L'immobilité est ce qui se produit quand les gens arrêtent de respirer. Prescott relut la page. Ses yeux se déplaçaient lentement du haut vers le bas. Puis il revint à la page précédente, puis de nouveau à la dernière feuille. Il la lut une 3e fois. Sa main était à plat sur le document, et son visage faisait quelque chose que personne à cette table n'avait jamais vu le visage de Prescott Caldwell faire auparavant. L'expression de Weston évolua par étapes. Son front se plissa d'abord. La confusion, celle qui vient en lisant des mots qui refusent de s'arranger correctement. Puis ses yeux se tournèrent vers Devont. Puis de nouveau vers la page. Puis quelque chose changea derrière ses yeux, et son visage devint dur, sombre et laid. Adrienne était devenue de la couleur du document qu'elle tenait. Elle ne bougeait pas. Devont observait Prescott. Il attendait. Il attendait depuis longtemps. Attendre un peu plus ne lui coûtait rien. Prescott posa le papier. Il leva les yeux. Devont croisa son regard à travers la table et dit d'une voix calme, égale et finale, « Je possède 51% de votre entreprise depuis 6 ans.
La bouche de Prescott s'ouvrit. Rien ne sortit. Personne dans la pièce ne parla. Devont croisa les mains sur la table. Il attendit. Le silence dura assez longtemps pour devenir sa propre réponse. Puis Prescott le rompit. Comment? Il le dit de la manière dont un homme dit quelque chose quand il sait déjà que la phrase n'est pas complète mais ne trouve pas le reste des mots. Il s'éclaircit la gorge, essaya de nouveau. Comment est-ce possible? Sa voix était contrôlée, prudente, mais sous le contrôle se cachait quelque chose de tendu et de mince. La voix d'un homme appuyant tout son poids sur un sol qui n'existait plus. Devont le regarda. Il y a 7 ans, dit-il, Caldwell Logistique était à 30 jours de l'insolvabilité. La mâchoire de Prescott se serra. Votre ligne de crédit sur créance s'était effondrée. Votre contrat de transporteur principal avait été retiré. Vous aviez une obligation de paie que vous ne pouviez pas honorer, et une facilité de crédit que votre banque était sur le point de fermer. La voix de Devont resta plate et égale, comme un ingénieur lisant un rapport. Pas froide, juste précise. Vous aviez besoin d'une injection de capital et d'un accord d'exploitation restructuré dans les 60 jours, sinon l'entreprise était finie. Nous avons trouvé un partenaire, dit Prescott. Les mots étaient prudents, mesurés. Vous m'avez trouvé, dit Devont. La pièce ne dit rien. Ma société holding a fait l'acquisition par le biais d'un intermédiaire anonyme, participation majoritaire complète. Vous avez reçu le capital. L'entreprise a survécu et la structure opérationnelle est restée intacte. Il marqua une pause. Je n'ai rien changé. Je n'ai pas usé de mon autorité. Je n'ai pas touché à la structure de gestion ni interféré avec une seule décision commerciale. Pendant 6 ans. J'ai détenu la participation de contrôle dans Caldwell Logistique et je l'ai dirigée exactement comme un associé silencieux dirige une entreprise en laquelle il croit. Il regarda Prescott fixement. Je protégeais quelque chose que je pensais avoir un avenir. Weston se pencha en avant. Sa voix sortit, tendue et chaude. Tu étais assis à notre table, chez nous, chez Adrienne, Weston, Devont prononça le nom une fois sans élever la voix, et quelque chose dans sa manière de le dire fit taire Weston. Simplement taire. De la manière dont on se tait quand la température d'une pièce chute de 3 degrés d'un coup. Devont se retourna vers Prescott. J'ai gardé les enjeux séparés de ma vie personnelle parce que j'avais besoin de comprendre qui était Adrienne sans que le poids de l'argent ne change tout entre nous. La richesse change la façon dont les gens vous voient. Elle change ce qu'ils sont prêts à devenir. Je voulais savoir qui elle était. Quand elle pensait que je n'avais rien de remarquable à offrir. Il laissa cela résonner. Maintenant, je sais. Adrienne émit un son qui n'était pas tout à fait un mot. Devont ne la regarda pas encore. Nadia plongea la main dans sa mallette et en sortit un deuxième dossier. Elle ne le distribua pas à la pièce. Elle traversa jusqu'au bout de la table de Prescott et le plaça directement devant lui, délibérément. De beau-père à gendre, d'homme à homme. Celui-ci concerne 3 Ashford, dit Nadia. Elle retourna à sa place. Prescott baissa les yeux sur le dossier. Il l'ouvrit lentement. La première page contenait la chronologie. Des colonnes nettes, des dates à gauche, des activités documentées à droite. Les annotations de Nadia étaient brèves et exactes. 3 mois avant que 3 Ashford n'assiste à l'événement de charité où il a rencontré Adrienne, ses communications commerciales, révélées par un dossier civil connexe, montrait son équipe recherchant activement Caldwell Logistique comme cible de locataire principal pour le développement de Buckhead. Des références spécifiques au volume de fret de l'entreprise, à son profil financier, à sa structure de propriété familiale. Des références spécifiques à Prescott par son nom. La deuxième page montrait le projet de développement lui-même. Les chiffres, la structure, la manière dont Caldwell Logistique, en tant que locataire principal et co-investisseur, était le mur porteur de tout le projet, sans lequel aucune banque ne le toucherait. La troisième page montrait les relations antérieures. 2 d'entre elles, 2 autres femmes issues de familles fortunées, 2 co-entreprises qui avaient échoué. Prescott lut sans parler. Sa main était à plat sur la table, et son visage s'était refermé, privé. Un homme faisant le calcul de quelque chose qu'il ne voulait pas additionner. La voix d'Adrienne vint du bout de la table. Est-ce que quelque chose était vrai, dit-elle doucement, presque pour elle-même. Ses mains étaient toujours jointes, mais elles se pressaient l'une contre l'autre maintenant,
les jointures pâles. Est-ce qu'il... Elle s'arrêta, recommença. Est-ce que quelque chose de ce que Troy a dit était vrai? Devonte la regarda. C'est une question pour Troy, dit-il. Sa voix ne portait aucune colère, aucune satisfaction non plus. C'était simplement la vérité, énoncée clairement, par un homme pour qui cette question était passée entièrement hors de son territoire. Ceci n'est plus mon affaire. Adrienne baissa les yeux sur la table. Devonte se tourna vers Prescott. Vous aurez votre réponse complète sur l'avenir de l'entreprise demain matin. J'ai convoqué une session extraordinaire du conseil en tant qu'actionnaire majoritaire. 9 heures, il ramassa son dossier. Vous voudrez que votre avocat soit présent. Nadia fermait déjà sa mallette. Ils se levèrent tous les deux au même moment, de la manière dont deux personnes qui travaillent ensemble depuis assez longtemps n'ont pas besoin de se le signaler. Nadia rassembla les copies restantes. Devonte boutonna sa veste. Merci pour votre temps, dit Nadia à Briggs. Professionnel, final. Ils se dirigèrent vers la porte. Devonte l'ouvrit. Le couloir était silencieux. La rangée d'ascenseurs était à 20 pieds. Et là, assis dans les fauteuils rembourrés du hall, une cheville croisée sur son genou et son téléphone à la main, se trouvait Troy Ashford. Troy leva les yeux en entendant la porte. Il commença à se lever, la bouche ouverte. Devonte passa devant lui sans un mot, sans un regard, sans aucune reconnaissance. De la manière dont on passe devant un meuble dans une pièce que l'on quitte pour la dernière fois. Nadia suivit. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Ils entrèrent. La salle de conférence au 14e étage de l'immeuble de Midtown avait des fenêtres du sol au plafond orienté à l'est. À 9 heures, la lumière du matin entrait, plate et vive, se posant sur la longue table en bande blanche nette. Devonte arriva le premier. Pas dans son blazer de rotation, pas dans sa Camry. Il portait un costume anthracite qu'il possédait depuis 3 ans et n'avait jamais eu l'occasion de mettre. Il portait un porte-documents en cuir avec ses initiales gravées dans le coin inférieur. Il s'assit au bout de la table, le siège de l'actionnaire majoritaire, posa le porte-documents, l'ouvrit et ne regarda pas son téléphone. Les deux membres indépendants du conseil arrivèrent ensemble et le saluèrent par son nom. Pas de la manière dont on salue quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois. De la manière dont on salue quelqu'un qu'on connaît discrètement et à une distance prudente depuis des années, et dont on a toujours soupçonné qu'il était plus qu'il n'y paraissait. Prescott arriva à 8h58. Il s'assit sans parler. Il paraissait plus âgé que la veille. Pas de manière spectaculaire, juste de la manière dont un homme a l'air quand il n'a pas dormi et a passé les heures depuis à apprendre quelque chose sur lui-même qu'il ne peut pas désapprendre. Weston entra en dernier. Sa cravate était légèrement de travers. Sa mâchoire était serrée. Il regarda Devonte une fois en s'asseyant, de la manière dont un homme regarde quelque chose contre lequel il a décidé d'être en colère. Puis il regarda la table. Nadia s'assit à la gauche de Devonte. Elle avait un bloc-notes jaune, un stylo, et l'expression de quelqu'un qui était prêt pour cette pièce depuis très longtemps. La réunion commença à 9 heures précises. 3 motions. Claires et séquentielles, sans discours. La première dissolvait l'accord de co-investissement en cours entre Caldwell Logistics et la société de développement de Troy Ashford, avec effet immédiat. Devonte lut la motion en entier. Les deux membres indépendants du conseil votèrent oui. Prescott s'abstint. Weston vota non. Elle fut adoptée. Nadia fit glisser une lettre préparée sur la table, notification formelle aux principaux contacts bancaires de Troy que l'arrangement de locataire principal avec Caldwell avait été retiré et que l'entreprise n'avait aucun intérêt présent ou futur dans le projet de développement de Buckhead. L'un des membres du conseil la signa en tant que co-témoin. La lettre serait envoyée avant midi. Le projet de Troy était mort. Quoi qu'il ait dit à ses investisseurs, à ses prêteurs ou à lui-même sur l'avenir, tout cela était mort. La deuxième motion installait un directeur des opérations par intérim indépendant pour mener un audit opérationnel complet de Caldwell Logistics. 60 à 90 jours, accès complet. Tous les comptes, tous les contrats, toutes les décisions de gestion prises au cours des 4 dernières années. Weston se recula légèrement de la table quand Devonte la lut à voix haute. Ce n'est pas nécessaire, dit-il. Sa voix était tendue. Cette entreprise fonctionne bien. L'audit le confirmera, dit Devonte. Ou pas, il regarda Weston sans expression. Dans tous les cas, nous le saurons.
La motion fut adoptée de la même manière que la première. Weston vota non. Cela n'avait pas d'importance. Weston resta très immobile après cela, les mains à plat sur la table, fixant quelque chose dans le vide qui n'était pas dans la pièce. La troisième motion était la dernière. DeVont annonça son intention de vendre sa participation majoritaire de 51% dans Caldwell Logistics à Meridian Freight Partners, une entreprise de logistique concurrente qui cherchait à acquérir l'entreprise depuis 3 ans et dont l'offre ferme était déjà documentée et archivée. La vente, une fois finalisée, serait exécutée au prix du marché. Les 34% de Prescott resteraient siens. Mais l'entreprise qu'il avait bâtie, l'entreprise qui portait son nom sur son papier en tête, sur ses camions et sur ses contrats, appartiendrait à un concurrent. Le nom Caldwell, dit DeVont, serait retiré selon le calendrier choisi par Meridian. Prescott leva les yeux. Pour la première fois de la réunion, il regarda directement DeVont. Pas avec fureur, pas avec le mépris patricien qu'il avait porté pendant 9 ans de dîner du dimanche et de fêtes de fin d'année. Juste directement. De la manière dont un homme regarde quelqu'un quand la version des événements dans laquelle il vivait a été remplacée d'un seul coup par la vraie. Vous avez détenu cette entreprise, dit Prescott. Sa voix était mesurée, prudente, pendant 6 ans. Je l'ai détenue de bonne foi, dit DeVont. Je l'ai protégée parce que je croyais en ce qu'elle était, parce qu'elle comptait pour des gens que je pensais compter pour moi. Il marqua une pause. Cette foi n'existe plus. Prescott ne dit rien. La motion fut adoptée. La maison était silencieuse quand Adrienne arriva. Elle utilisa sa clé. La dernière fois qu'elle le ferait. Elle traversa la pièce d'entrée les yeux baissés, se dirigeant directement vers le coin du couloir où DeVont avait empilé le dernier carton de ses affaires. Soigneux, organisé, étiqueté de son écriture. Elle s'arrêta en le voyant dans l'embrasure de la porte de la cuisine. « Je n'étais pas sûr que tu serais là, dit-elle. »« Je savais que tu venais, dit-il. » Elle regarda le carton, puis de nouveau lui. Elle n'était pas habillée comme elle l'avait été sur la terrasse ce samedi matin. Mise en scène, composée, répétée. Elle portait des vêtements ordinaires. Ses cheveux étaient simplement attachés en arrière. Elle ressemblait à elle-même. La version d'elle-même qui n'avait pas de public. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit, dit-elle, non pas sur un ton accusateur. Demandant sincèrement. Te dire quoi? Pour l'argent? Pour qui tu étais vraiment? DeVont s'appuya contre le cadre de la porte. Il considéra la question comme il considérait tout, sans se presser. Je t'ai montré qui j'étais pendant 9 ans, dit-il. Chaque jour. La façon dont je gérais les choses, la façon dont je te traitais, la façon dont j'étais présent. Il la regarda, le regard stable et égal. Tu as décidé que ce n'était pas assez. Tu as pris cette décision avant 3. Avant tout ça. L'argent n'a jamais été le problème. Il marqua une pause. Tu ne m'as pas quitté parce que je n'avais rien. Tu m'as quitté parce que tu as cessé de me voir. Et c'est arrivé bien avant que tu n'aies de raison de regarder ailleurs. Adrienne ouvrit la bouche et la referma. Il n'y avait rien à répondre à cela. Ils le savaient tous les deux. DeVont traversa la pièce, prit le carton et le posa près de la porte d'entrée. Une semaine plus tard, Eleanor Caldwell appela. C'était un mardi soir. DeVont dînait seul, lisant un rapport sur l'usine de fabrication de Memphis qu'il surveillait depuis 4 mois. Il répondit à la deuxième sonnerie. DeVont, dit-elle. Sa voix était prudente, chaleureuse et un peu lasse. Je sais que je n'ai aucun droit d'appeler. Je ne te retiendrai pas longtemps. Ce n'est rien, Eleanor. Elle resta silencieuse un moment. Je veux que tu saches, pas pour la famille, pas au nom de qui que ce soit, juste pour moi. Une autre pause. J'aurais dû m'opposer quand il parlait de toi comme il le faisait. Toutes ces années, je savais mieux. Je savais que tu étais un homme bon, et je le disais tranquillement dans ma tête, et je ne l'ai jamais dit là où ça comptait. Sa voix ne trembla pas. Je suis désolé pour ça. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. DeVont posa sa fourchette. Je comprends, dit-il. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, Eleanor. Ils ne se parlèrent plus, mais l'appel compta. Il s'inscrivit dans le registre des choses qui s'étaient passées entre les Price et les Caldwell, et ce fut la seule entrée de ce registre qui portait une quelconque grâce.
18 mois plus tard, la vente de Caldwell Logistics fut conclue pour 82 millions de dollars. Les 51% de ventes rapportèrent un peu moins de 42 millions après impôts et frais de transaction. Il vira une partie sur des comptes d'investissement existants, alloua une autre partie à l'acquisition de Memphis, et ne fit rien de spectaculaire avec le reste. Il acheta une petite maison, par choix. Elle avait un porche orienté à l'est, un jardin de la bonne taille pour qu'une seule personne l'entretienne, et une cuisine avec assez d'espace de comptoir pour préparer un vrai repas. Il se réveillait à 5 heures. Il préparait son propre déjeuner. Il dînait avec Nadia et son mari le vendredi, et ses soirées étaient faciles, de la manière que seule une très vieille confiance peut rendre les choses faciles. Le nom Caldwell Logistics fut retiré 8 mois après la clôture de l'acquisition. Meridian le remplaça par sa propre marque, et les camions qui avaient arboré le nom Caldwell sur leurs portes pendant 20 ans furent repeints en un seul week-end. Prescott possédait toujours ses 34% d'une entreprise qui n'était plus la sienne d'aucune manière qui comptait. Il dirigeait maintenant un petit cabinet de conseil. Le travail était occasionnel. Le bureau était modeste. L'audit de Weston dura 63 jours et trouva ce que les audits trouvent quand personne ne surveille attentivement. Il négocia sa sortie sous pression légale, discrètement, avec un accord de non-divulgation et un règlement inférieur à ce qu'il attendait et supérieur à ce qu'il méritait. Le projet de développement de 3 Ashford à Buckhead s'effondra en moins de 60 jours. Ses relations bancaires, 3 d'entre elles, celles qui avaient été bâties sur l'attente du locataire principal Caldwell, refusèrent d'accorder du crédit pour de nouveaux projets, tandis qu'une plainte civile antérieure pour fraude refaisait son chemin par les canaux pertinents. Nadia s'était assurée, au cours de son enquête, que les bonnes personnes savaient que la plainte existait. C'est tout ce qu'il a fallu. Les affaires de 3 nécessitaient de la confiance, et la confiance, une fois retirée, ne revient pas sur demande. Adrienne vivait du côté d'Atlanta, dans un appartement d'une chambre qu'elle payait elle-même, occupant un emploi qui n'avait rien à voir avec le nom Caldwell. Les gens qui la connaissaient disaient qu'elle était plus calme maintenant, plus prudente. Que ce soit la perte ou autre chose, l'histoire ne le dit pas. Un mardi matin de fin octobre, Devont se tenait sur son porche avec une tasse de café et regardait le ciel passer du sombre au pâle, puis à ce bleu particulier qui n'arrive que dans les 20 premières minutes d'un matin de Géorgie. La rue était vide. Le quartier était encore calme. Le seul son était un oiseau quelque part dans le chêne au bord du jardin, faisant ce que font les oiseaux avant que le monde ne se réveille. Il resta là longtemps. Pendant 9 ans, le silence dans n'importe quelle maison qu'il occupait avait appartenu à quelque chose, à l'attente, à l'observation, à la gestion prudente de tout ce qu'il savait et n'avait pas dit. Le silence avait été un outil, une discipline, un contenant pour tout ce qu'il était et que personne autour de lui ne pouvait voir. Maintenant, c'était juste le silence. Son silence, son porche, son matin. Il leva la tasse, but son café et regarda la lumière se lever. Et pour la première fois en 9 ans, le silence lui parut entièrement sien. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, abonnez-vous et activez les notifications. J'ai 2 histoires à l'écran que vous devez absolument regarder ensuite. Passez une excellente journée.